Bonjour à tous et à toutes. Voilà. Nous sommes encore rassemblés ici, une fois de plus pour notre deuxième séance, de notre deuxième part de nos ateliers mensuels, de notre programme. Et déjà, avec le formateur, nous allons faire un briefing. Donc, voilà un peu par les mots de bienvenue que je vais vous souhaiter et que cet atelier vraiment soit vraiment un atelier enrichissant pour tout le monde, que chacun de nous sorte ici avec quelque chose de positif. Je vous remercie. Merci. Bonsoir. Bonsoir. Déjà, moi, c'est ceux qui ne étaient pas là la dernière fois, moi, c'est l'étudiant Nasser, cycle de recherche en phytochimie et ingénieur, sciences pharmaceutiques spécialisées en développement et fabrication de médicaments. Aujourd'hui, c'est la deuxième séance de formation intégrée pour la formation des naturopathes, des tradipraticiens et des différents acteurs de la médecine naturelle. Pour la première séance, nous avons fait beaucoup de choses. Nous avons parlé de l'histoire de la médecine naturelle, les différents acteurs qui entrent en jeu pour la promulgation de la loi 2024 de la médecine traditionnelle. On a parlé tout d'abord de la clandestinité de la médecine naturelle à l'époque. Comment la rupture coloniale, les colons ont imposé leurs chercheurs en Afrique, et plus précisément en Afrique centrale et au Cameroun, et ceux-ci ont vilipendé la médecine naturelle. Je prends l'exemple du docteur Jameau, qui disait que tous ceux qui pratiquaient la médecine naturelle étaient une médecine de sorcellerie. Maintenant, la médecine naturelle, grâce à l'effort de la population, a réussi à restaurer au fur et à mesure cette médecine. Aujourd'hui, nous en sommes là. Et l'analyse de la loi 2024-018 est un tournant historique au Cameroun. Cette loi du 23 décembre 2024 a mis fin au flou juridique qui régnait au Cameroun. Et, comme nous l'avons dit dans le dernier cours, elle repose sur 3 piliers. L'Ordre national des tradipraticiens de santé. L'inscription y est désormais une condition obligatoire pour exercer légalement. Il y a le statut du médicament traditionnel amélioré, MTA. Ça, c'est un mot qu'il faut retenir, médicament traditionnel amélioré. La loi fait une distinction stricte entre la préparation traditionnelle, usage personne locale, et le MTA, qui est un produit standardisé nécessitant une autorisation de mise sur le marché. Ça signifie qu'un naturopathe ou un acteur de la médecine peut faire une formulation pour son patient spécifique. Un patient peut venir dans votre clinique en fonction des hypothèses que vous avez émises et la validation de ces hypothèses. Vous pouvez faire rapidement une formulation empirique pour lui. Cette formulation est différente d'un MTA parce que le MTA suit des processus de standardisation qui doivent être validés par le ministère. Ça signifie qu'on fait déjà un conditionnement d'un médicament. C'est la différence entre cette formulation et un médicament qui est vendu à la population de masse. Le médicament qui est vendu à la population de masse, qui a été standardisé, qui a passé un conditionnement primaire, secondaire, dans sa fonction des moyens d'un naturopathe, doit être validé par le ministère de la Santé publique. Ça, c'est ce que dit là. Module 2. Méthodologie de l'enquête ethnobotanique et ethnopharmacologique. L'enquête ethnobotanique constitue l'interface fondamentale entre le savoir traditionnel empirique et la validation moderne. Elle a pour vocation de recenser, de documenter et de préserver les usages des plantes médicinales par les communautés locales dans un contexte de forte pression anthropique sur la biodiversité et disparition progressive des détenteurs du savoir ancestral. La maîtrise de cette méthodologie par les tradipraticiens eux-mêmes permet de sécuriser un patrimoine immatériel inestimable tout en initiant une démarche de pharmacovigilance primaire. Pour les maux de ventre, on utilise tel plan. Voici la procédure qu'on utilise. À travers toutes les informations qui ont été données, quand il prend ce papier,
Maintenant, il donne à la personne requise qui va pouvoir prendre cela et associer à différents rapports qui ont été donnés. Ça signifie que c'est une information qui se partage à tout le monde. Ça ne reste pas entre ses mains. Ça signifie que si vous avez besoin des informations par rapport à une procédure que vous avez vue innovante qui se trouve dans le Nyon Ekele, ce n'est pas les non-bonanistes que vous allez voir. C'est une information publique. Je ne sais pas si on se comprend. Oui, et ceux qui travaillent souvent à les biens nationaux, c'est ce qu'on appelle les ceux qui travaillent à les biens nationaux, ce sont des systématiciens. Ils travaillent avec des ethnobotanistes, mais ce ne sont pas forcément des ethnobotanistes. Vous pouvez être systématicien, mais vous n'êtes pas ethnobotaniste. Les systématiciens sont des spécialistes de la plante. Ils sont capables de repérer et de donner le bon lieu phytogéographique d'une plante. Vous pouvez dire que non, la plante que vous voulez étudier, la meilleure façon pour pouvoir récolter ça, ça se trouve dans telle région du Cameroun. Est-ce que cette plante est enregistrée? Il vous donne le numéro de série de la plante avec son nom scientifique. Le systématicien, c'est celui qui valide l'information scientifique de la plante. 50 grammes pour 1 litre d'eau, 50 grammes de matière sèche. Alors si la matière est fraîche, on peut prendre 75 grammes. Et quand je regarde ici, c'est le double, presque le triple de 30 grammes. Est-ce que ça ne fait pas un overdose? Vous avez dit que la procédure que vous utilisez, c'est 50 grammes. 50 grammes de matière sèche pour 1 litre d'eau. 1000 ml. Oui, maintenant, quand c'est frais, c'est 75 pour... Oui. Mais c'est n'est qui n'ont pas. Ici, on parle de 30 pour 900. 900 grammes. Oui. Ça, c'est En Afrique de l'Ouest. Ça, c'est la recommandation de l'Institut de l'Afrique de l'Ouest. Ok. Ça signifie que si vous avez pris 50 grammes, 1 litre, et celui qui a pris 30 grammes pour 900 ml, vous adaptez cela en fonction de la posologie que vous voulez faire. C'est très important. Donc je reviens. Oui. J'ai extrait dans les conditions de 50 grammes pour 1 litre. Et maintenant, j'ai un produit d'un litre. C'est 1 litre de produit fini. Alors, le patient me dit qu'il veut 50, 500 millilitres, il ne veut pas 1 litre. Il veut un demi-litre. Il a un demi-litre. Oui. Qu'est-ce que je fais? Je dois chauffer pour réduire à un demi-litre. J'ai déjà 1 litre de produit fini. Le patient me dit ça baisse. Moi, je veux que tu me prennes ça 500 millilitres. En 500 millilitres. Vous avez déjà donné, prescrit au patient. Le patient a déjà le médicament chez lui. Maintenant, il dit qu'il veut réduire à 500 millilitres. C'est ça que Et vous que avez prochainement, Oui. au lieu d'1 litre, Oui. je préfère que vous me donnez 500 millilitres. Alors maintenant, quand j'obtiens le produit fini, 1 litre, qu'est-ce que je fais pour lui donner 500 millilitres? Ça veut dire que je continue à bouillir, que ça devienne 500. Ou alors, qu'est-ce que je fais pour obtenir 500 millilitres? La meilleure façon, c'est qu'au préalable, dès le départ, quand vous faites, quand vous faites la procédure d'extraction, ça dépend si vous faites une préparation unique pour lui. C'est pas son second. Je suppose que quand vous faites des préparations, c'est une préparation pour un certain nombre de patients. Effectivement. Et ce qui signifie que vous pouvez faire des conditionnements de 1 litre. Vous pouvez faire des conditionnements de 500 ml. Mais si c'est une procédure unique pour lui, vous faites de sorte qu'à la fin de la préparation, vous pouvez recueillir 1 litre et vous divisez en 2. Mais ne faites jamais bouillir, ramener cela. Vous êtes en train de détruire le médicament. conditions ça dans les bouteilles X que c'est Un conservateur. Oui, le problème c'est que quand vous utilisez avec les zestes de citron et un autre élément métallique. ainsi maintenant les zestes Je comprends. et ils sèchent, ils Sèche. écrasent, ils conditionnent. Est-ce que ça C'est bien d'utiliser le jus à l'état naturel. Le jus est largement suffisant. Et quelle est la quantité qu'on met? Comme la quantité. C'est même Tout dépend, c'est ça le véritable problème. Tout dépend de comment vous voulez que votre milieu soit. Il faut comprendre que plus le milieu est acide,
plus les microbes ont du mal à se prolifiérer. A virus that when it is green, it's gathering some nectar, and from there you see some short white worms. They will now come to lay their eggs. Some of the eggs are dying, some of the eggs are green. The more the eggs are green for those short ones, they are mostly coming from mudfish. The more they make, like kata, is green in the system. When it grows and fuels metabolism in the liver, the person will equally be crying or weakness because the vitamin, the element are no longer work in the system. I did research in that and I discovered that problem of that thing green is called alloxan. Alloxan is accumulation of viruses in circulation system that stop glucose from circulating into your body. I discovered that glucose is energy. It is with the help of glucose that the insulin is working well in the system. When the insulin is very low, somebody is weak. It cannot be working very strong like other people. So I now try to see how I can do. I had something, they call it Equina. Before I use Equina, I use balm first, as you said, to work on the body to make sure I massage the whole body for blood to circulate. Then Equina is purifying the liver, it's cleaning the kidneys, that the kidney can be able to magnate the urea and send it out of the system. When it's happening like that, it permits the nutrient not to be working, permit the cells to be growing. Because in a human being has 30,000 million cells. And these cells have two reserves. Each cell in your body has two reserves, which if you multiply, you have 90,000 cells. If you have allogram, it is difficult for you to have up to 30,000 cells because some of the cells show up and die. And when it is below average, you equally be anemic. You equally have low cells, which is too much. Human immune deficiency. All those things, when we be working together, we will discover many things. Quand vous entendez macérat huileux, ce qui signifie que la matière végétale vient de ce macérat huileux. Ça signifie que soit vous pouvez passer par une macération huileuse, soit vous pouvez passer par bain-marie pour extraire ce qui se trouve dans le vinaigre. C'est la raison que je comprends. Ça signifie, premier exemple, vous faites une proportion 10%, 90%. Ça signifie 10% de bébé et 90% d'huile. 90% d'huile, maintenant ici, c'est le choix de l'huile que vous devez utiliser. Il faut utiliser de l'huile qui ne s'oxyde pas vite et qui a une grosse qualité. Il y a l'huile d'olive, il y a l'huile de tournesol, il y a l'huile de jojoba. Évitez les huiles végétales comme les huiles maillot, les choses comme ça. Vous pouvez faire une macération de 2 semaines. Ça signifie, vous avez compris, 10-90. Je ne sais pas si on s'est compris. Vous faites. La macération, là, c'est avec l'huile. Oui, l'huile de jojoba. Ce qui signifie que vous faites une macération solaire. Ça signifie que vous placez au soleil, mais vous couvrez le contenu. Vous protégez avec un tissu, vous bloquez peut-être avec une fond. Vous pouvez remuer peut-être chaque jour. Mais sachez que le bibimbap que vous allez introduire dans l'huile doit être bien mis à l'intérieur. Ça signifie qu'il faut être à l'intérieur de l'huile. La macération peut durer 2 semaines, ça peut durer 4 semaines, en fonction de la concentration que vous voulez. Si vous êtes trop pressé, vous pouvez faire un bain-marie, même comme ce n'est pas très recommandé, un truc comme le bibimbap. Vous pouvez faire un bain-marie de la même proportion et ensuite vous faites une filtration à chaud.